Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ben, je suis ravi d'être présent pour vous parler un petit peu de la photographie scolaire, hein. Donc moi, quand Antoine et Marc m'ont contacté avec ce projet de se demander au fond comment l'école était représentée dans d'autres formes artistiques, dans d'autres médias, dans d'autres univers que le cinéma, bah, je me suis demandé, tiens, sur quoi est-ce que je pourrais proposer quelque chose. Et bon, il y avait plein de choses qui m'attiraient en fait, donc j'avais plutôt l'embarras du choix. J'avais pensé peut-être la bande dessinée, parce que je suis très fan de bande dessinée, mais j'ai pensé aussi à la photographie, parce qu'il me semblait qu'il y avait déjà plusieurs personnes, par exemple, qui étaient intéressées par la bande dessinée, et à un moment donné, j'ai pensé à la photo, j'avais l'impression que personne ne s'était encore proposé. Et donc je me suis proposé, puisque je suis aussi un peu photographe amateur. Et donc voilà, j'essaye parfois de concilier mes passions personnelles avec mes réflexions en tant que sociologue. Et donc voilà, j'ai abordé la question de la photographie. Alors quand j'ai voulu réfléchir à la photographie et à l'école, je me suis dit, ben, comment je vais m'y prendre. J'ai pensé bien sûr à un certain nombre de photographies de grands photographes, notamment ici la photo de droite qui est une photo de Willy Ronis, hein, qui a pas mal travaillé sur l'univers scolaire, ou à gauche, encore plus connu, Robert Doisneau, hein, qui est un de ceux qui a beaucoup travaillé sur les écoliers, le chemin de l'école, les rues de Paris, etc., et les écoliers. J'aurais pu imaginer aussi travailler sur d'autres, les travaux photographiques d'Edouard Bouba, c'est pas le même Bouba, hein, mais d'Olivier Kuhlmann, de Matt Jacob, il y en a quelques-uns, mais finalement je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de photographes professionnels parmi les grands photographes qui ont travaillé sur l'école. Donc je me suis dit, je vais vite être un peu à court. Par contre, la photographie scolaire, quand on pense à la photographie scolaire, on pense aussi à la photographie, je dirais, plus instrumentale ou fonctionnelle. C'est celle qui est prise par les écoles elles-mêmes pour se présenter, se mettre en scène. Les traditionnelles photos de classe, hein, qu'on connaît tous, qui font, je pense, quand même partie d'un fond culturel de la pop culture. Et j'essaierai d'évoquer un élément qui va clairement dans ce sens-là tout à l'heure, pour faire le lien avec ta présentation, Antoine. Donc voilà, j'ai appréhendé la photographie, mais ce n'est pas la photographie artistique, hein, d'autant que le statut d'art de la photographie est une question très très longuement discutée dans l'histoire de la photographie, et c'est seulement depuis une cinquantaine d'années que la photographie s'est vue reconnaître le statut à plein titre d'un art comme les autres, exposé, etc. Par contre, depuis les années 1850, il y a des photographies qui sont prises dans les écoles. Et donc il y a tout un historique là-dessus. Et je me suis un peu penché sur cette question. Et donc ce que je vais essayer de développer dans ma présentation, c'est d'une part comment l'école a été photographiée, ou simplement vous essayer de vous décrire un petit peu ce qu'on peut dire assez brièvement là-dessus. Quelles sont les images qu'on retrouve fréquemment dans les corpus existants, parce qu'il y a certaines personnes qui ont travaillé là-dessus, hein. Moi, je me suis contenté plutôt d'aller lire les travaux publiés dans des revues scientifiques là-dessus. Il en existe quelques-uns. Et puis les images absentes. Donc ça, c'est pour une première partie. Puis dans un deuxième temps, j'essaierai de discuter, de réfléchir sur ce que la photographie scolaire dit de l'école et de son évolution. Au fond, est-ce que la photographie scolaire est un matériau, un document qui nous dit quelque chose qu'on ne pourrait pas apprendre sans la photographie, au fond. Quelle est la plus-value de la photographie comme matériau pour le chercheur? Et donc voilà, vous allez voir qu'il y a des débats dans la littérature par rapport à ça. Et donc, voilà, je terminerai en passant plutôt du regard qui a été porté sur l'école à l'idée justement que tu évoquais, Antoine, c'est-à-dire la perspective d'utiliser l'image et la photographie comme outil pédagogique. Et donc des regards portés sur l'école, j'en terminerai à l'idée que la photographie peut être une école du regard. Voilà, donc c'est un petit peu le programme de ma présentation. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la manière dont l'école a été photographiée? Eh bien,
Je vous l'ai dit, il existe des recherches qui ont été faites là-dessus. En même temps, il faut reconnaître que c'est quand même une littérature qui est très balbutiante, hein, émergente, parcellaire aussi, et surtout nord-américaine. Les références que j'ai trouvées là-dessus, pour beaucoup, étaient produites aux États-Unis. Il y a un courant de visual studies qui s'est développé depuis quelques années et qui s'intéresse à ça, mais il y a quand même aussi quelques auteurs français, hein, des chercheuses françaises qui sont citées ici, notamment un ouvrage de Christine Charpentier-Boud sur la photo de classe, que j'ai mobilisé un petit peu. Il y a aussi les travaux précurseurs, je dirais, de Michel Chauchet dans la Revue française de pédagogie sur la photo de classe et aussi voilà, l'expression à travers la photo de classe. Donc, mais sinon, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux d'un professeur qui est maintenant pensionné, prof émérite, donc Éric Margolis, qui est sociologue, et qui a fait sa carrière, ou une partie en tout cas de sa carrière, à l'Arizona State University. Et donc, il est internationalement connu pour ses travaux sur l'ethnographie visuelle, hein, et ses recherches sur l'enseignement supérieur. Et donc, il a publié, dans le cadre de ses travaux, pas mal d'articles sur les méthodes d'ethnographie visuelle et sur le curriculum caché, hein, dans l'enseignement supérieur, pour ceux qui connaissent ce concept de sociologie, donc du curriculum, sur lequel je reviendrai. Donc voilà, à travers la lecture notamment de ses écrits et de ceux qu'il a produits avec un certain nombre de collègues autour de lui, j'ai essayé de synthétiser un peu tout ça et de voir quelles étaient les images récurrentes. Parce qu'en fait, Éric Margolis, il s'est appuyé sur des archives publiques, hein, qui existent aux États-Unis, à la Library of Congress. Il a analysé tout ça et puis il s'est constitué au fil des ans une collection d'images personnelles assez impressionnante, en allant dans les brocantes un peu partout, en achetant où il pouvait toute une série d'images historiques. Et ce qu'on peut dire à travers les images récurrentes, bon, avant même de rentrer un petit peu dans les apports peut-être plus spécifiques de Margolis, la photographie de classe, on peut dire que c'est d'abord ça, l'archétype, hein, de la photographie scolaire qui est la plus présente et la plus récurrente dans ce corpus, qui est d'ailleurs une image tout à fait récurrente, répétitive, stéréotypée, hein. Il y a vraiment une forme de codification de ces photos de classe, hein, avec toujours une mise en scène, les élèves face à l'objectif. Donc, il y a ce modèle de la photographie de classe qui existe à peu près sur le même modèle, finalement, depuis plus de 150 ans. Hein, c'est ce que montrent les travaux qui ont porté là-dessus. Et donc, il y a une remarquable stabilité de ce point de vue-là. Et en même temps, comme on le voit un petit peu ici, vous voyez la photo du dessus, qui est une photo ancienne, mais une photo plus récente en dessous, on voit quand même que la scénographie, elle est globalement semblable, mais on voit bien aussi des différences. Hein, on voit que les élèves sont plus décontractés, ils sont plus aussi, même si encore celle du dessus n'est pas forcément la plus typique par rapport à ça, il y a une forme de décontraction qui est déjà présente, mais voilà, en dessous, les élèves sont quand même souriants, etc. Et les looks, les postures, les placements des élèves, des enseignants, quand on analyse un petit peu ces corpus, on voit qu'il y a des différences. Bon, ici, je n'ai pas repris d'exemple, mais souvent la place de l'enseignant a changé, hein, par rapport aux photos du passé. Et donc, au fond, à la fois, la photo de classe est un remarquable, une forme de reproduction, hein, d'une image, et en même temps, elle a évolué et elle montre l'évolution de l'école à travers précisément le vêtement, les postures, la place des élèves, la scénographie qui peut évoluer parfois de manière subtile. Et donc, on peut dire en plus que la photographie de classe, elle est rentrée dans la pop culture. Pourquoi ? Notamment parce qu'on retrouve des clins d'œil, des détournements. La photographie de classe, c'est aussi parfois les fameux yearbooks, hein, qui sont très populaires aux États-Unis. Et vous avez ici, par exemple, une application qui s'appelle Yearbook Yourself, qui vous permet en fait de mettre votre photographie et ils vont vous transformer à travers plusieurs époques, hein, et ils vont
projette dans les années 50, 70, 90, vous voyez un petit peu les vêtements, les coiffures. Il y a vraiment une forme de réappropriation, de clin d'œil de cette photo de classe. Donc on a vraiment cette idée que la photo de classe, c'est un rituel qui contribue donc à la reproduction scolaire. C'est une forme singulière de reproduction scolaire, pour reprendre l'expression de Bourdieu, et pas tellement celle à laquelle on pense le plus spontanément, et qui fait partie aussi de la forme scolaire. Et donc, comme je le disais, il y a cet aspect de permanence, mais il y a aussi cet aspect de changement. D'autres travaux, notamment ceux du sociologue néerlandais Sjaak Braster, montrent que malgré qu'il y ait une forme de permanence dans la scénographie, on reconnaît une photo de classe immédiatement, il n'y a pas de souci, il y a des évolutions, et lui, il a analysé des corpus à 40 ans de distance, et il montre bien qu'il y a des évolutions avec la centration sur l'élève qui devient plus évidente. On sent bien que la pédagogie entre les années d'après-guerre et la fin des années 80 change. Michel Chauchet également a montré des évolutions sur la photo de classe. Donc, pour vous montrer par exemple une évolution assez claire, là, voilà une photo de classe récente qu'on n'aurait pas pu imaginer, là pour le coup, dans les années au 19e siècle ou même au début du 20e siècle. Donc, ça c'est une chose. Donc la photo de classe, c'est évidemment l'emblème de la photographie scolaire. D'autres choses qu'on retrouve beaucoup dans les photographies scolaires, c'est d'autres rituels, parce que la photographie de classe, c'est un rituel, mais il y a d'autres rituels qu'on retrouve de manière récurrente. Les rentrées scolaires, les remises de prix, les remises de diplômes, d'autres fêtes qui sont organisées, des rites patriotiques, des rites et des cérémonies aussi de dégradation. Vous avez ici quelques exemples qui sont issus du corpus d'Éric Margolis, qui mettent bien en évidence voilà, les rites patriotiques. Ça, évidemment, c'est très américain. Donc on sent bien aussi que son analyse, elle est située géographiquement. Et donc il y a beaucoup de photographies qui mettent en scène les élèves et le drapeau. Mais vous voyez aussi des rites parfois de dégradation. C'est des choses qui sont par contre quand même plus rares que les rites patriotiques ou les rites de cérémonie ou de remise de prix. Autre chose qu'on retrouve dans les images qui sont fortement représentées dans la photographie scolaire, c'est des photos qui mettent en scène tout simplement l'architecture, le cadre de l'école, ou les espaces non scolaires, comme les cours de récréation. Et là, je pense notamment au travail d'un artiste photographe contemporain qui s'appelle James Mollison, au passage que je cite, qui a travaillé sur les cours de récréation à travers le monde. Il a parcouru une 50aine de pays et pris des photos des cours de récréation. Et il a fait un très bel ouvrage là-dessus, qui est vraiment intéressant. Mais donc voilà, vous voyez, ce sont aussi d'autres images qui sont assez présentes. Venons-en aux images qui sont moins présentes dans le corpus de la photographie scolaire, selon les travaux de Margolis en particulier. Ce sont tous les espaces qu'on va qualifier d'espaces non scolaires et qui sont des espaces plutôt réservés aux enseignants, à la direction, donc les salles des profs, les locaux de la direction, au fond, qui sont des espaces de pouvoir. Et donc, les tensions, les incidents scolaires sont aussi des choses qu'on va retrouver assez peu mises en scène dans les photographies. Vous voyez qu'il y en a quand même, il est quand même possible d'en trouver parfois des exemples, mais c'est vraiment des choses plutôt rares. Et paradoxalement, ce qui est assez rare aussi, c'est des photos qui mettent en scène les élèves dans la classe, mais justement qui ne sont peut-être pas des mises en scène, parce qu'en fait des photos de classe où les élèves posent et sont mises en scène, avec parfois des photos de classe qui sont prises carrément en classe, ça se retrouve pas mal. Mais
des photos de classe prises sur le vif, avec des élèves qui sont vraiment en train d'apprendre, en train de travailler au quotidien. Ça se trouve très très peu aussi, paradoxalement. Donc par contre, les photos de classe qu'on va trouver assez régulièrement, c'est des vues qui montrent des élèves concentrés, disciplinés. Donc évidemment, tout ça s'explique parce que, bon, en résumé, on peut dire que si toute la vie scolaire ne fait pas l'objet d'une mise en image et que seuls certains événements de l'école et de la vie scolaire se retrouvent dans les photographies, surtout les rituels, les cérémonies, c'est assez logique, et qu'on retrouve aussi les acteurs qui font vivre l'école, et notamment les élèves, c'est que la photographie de classe, telle que moi je l'ai analysée et telle que je l'ai envisagée ici, je l'ai dit, c'est une photo instrumentale, fonctionnelle, c'est une photo qui n'est pas neutre, qui n'offre pas une représentation fidèle de la réalité des écoles. Ce qui est mis en avant, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler, ce qui est mis en scène, c'est souvent ce qui est censé donner une bonne image de l'école. Donc il y a une logique de promotion, de réputation, et aussi un enjeu commercial. La photographie de classe, c'est une photo qui a aussi une finalité commerciale. Donc ça, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce qui est en photo, c'est ce qui est mis en scène, c'est la manière dont les écoles veulent se présenter. Et donc, forcément, tout ce qui est des événements, des activités qui pourraient mettre à mal la représentation que les écoles vont donner d'elles-mêmes, ou voudraient donner d'elles-mêmes, ont tendance à rester en coulisses, pour reprendre le terme de Goffman, et donc à ne pas se retrouver sur les photos scolaires. C'est d'ailleurs pourquoi, par exemple, des images d'élèves qui s'ennuient, qu'on va retrouver, je pense, beaucoup dans les bandes dessinées, on en parlera sans doute tantôt, on n'en retrouve pas tellement dans les photos scolaires, contrairement à la bande dessinée ou à la peinture éventuellement. Alors, j'avais dit, donc, une deuxième partie, c'est qu'est-ce que la photographie scolaire dit, au fond, de l'institution scolaire et de son évolution. La photo scolaire, donc je l'ai évoqué, elle n'est pas neutre, elle n'offre pas une représentation fidèle de la réalité. Est-ce qu'on peut du coup considérer, en tant que chercheur, qu'il s'agit d'un matériau pertinent, un matériau fiable, qui est autonome par rapport à d'autres matériaux qu'on utilise en sciences sociales? Quelle est sa valeur ajoutée, au fond? Alors, par rapport à ça, il y a un débat, il y a des positions différentes dans la petite littérature qui existe là-dessus. C'est une littérature assez restreinte. Et donc, il y a cette position qui consiste à dire que finalement, la photographie scolaire est un révélateur du cachet de l'école, du curriculum aussi caché. Je vais y venir. Et une autre approche qui est une critique, précisément, de la première approche, qui veut introduire une forme de tournant visuel en sciences de l'éducation. Et donc, je vous ai repris un petit peu les deux acteurs qui symbolisent les deux positions. Vous voyez que les photographies sont déjà parlantes sur le style des deux scientifiques qui sont aux prises à travers cette discussion. Pour Éric Margolis, l'archive photographique est un matériau qui, moyennant un travail de critique des sources, vaut n'importe quel autre matériau. L'historien belge flamand Marc de Pape considère que la photographie scolaire est une source bien trop limitée en contenu et en nombre que pour être analysée comme matériau principal. Au mieux, elle constitue une source complémentaire qui doit être interprétée à l'aide de sources textuelles et avec beaucoup de précautions. Alors, concernant la première approche, donc celle développée par Margolis, ce qu'il nous dit, c'est que la photo, c'est le révélateur du cachet. Au fond, les études visuelles qui sont promues notamment par Éric Margolis et d'autres de ses collègues, ces auteurs estiment que l'archive photographique rendrait visible donc des réalités qui sont habituellement cachées, à condition évidemment de les déconstruire, parce que ce sont les premiers à dire que les photographies ne sont pas neutres, qu'elles sont des mises en scène. Ils reprennent au fond des analyses classiques aujourd'hui de Baudrillard en termes de simulacre. Et donc, dans une perspective un peu postmoderne, ils adoptent une vision critique de déconstruction des photographies scolaires
Et ils envisagent ces photos comme un dispositif de pouvoir au service des dominants et de la reproduction de l'ordre social. Et donc pour eux, la photo rend visible le curriculum caché. Hein, donc le curriculum caché, c'est évidemment ce que l'école n'enseigne pas explicitement, mais c'est les valeurs, c'est les normes, c'est les idéologies qu'elle transmet en contrebande, en quelque sorte, en catimini. Et donc, au fond, à travers les photographies scolaires, on voit toute une série de choses que l'école impose en termes de rapport, notamment au corps des élèves. Et donc, elle montre bien, la photo scolaire, les effets de la scolarité sur le corps. Hein, par exemple, les bâtiments scolaires, les classes, l'équipement, les agencements des locaux sont étudiés pour l'observation et le corps des corps étudiants. Hein, donc, la posture qu'on voit la plus photographiée, c'est l'élève quand il est assis. Hein, les rangées d'élèves, des images aussi d'élèves en file indienne sont très fréquentes. Le fait de s'asseoir en silence, de ne pas bouger, d'attendre, de lever la main, prendre la parole quand vient son tour. Ben voilà, tout ça sont des comportements rituels que l'école inculque aux enfants et qui relèvent d'une socialisation à l'ordre scolaire, qui relèvent d'un curriculum caché et qui sont très, très présentes sur les photographies scolaires. Hein, donc il y a vraiment cette idée d'un dressage des corps. Et donc, pour Margolis, l'apprentissage de la gratification différée constitue probablement la leçon la plus importante du curriculum caché de l'école. Donc voilà, les rituels, les cérémonies scolaires, hein, dans cette perspective, contribuent à la reproduction sociale et ils résistent au changement parce qu'ils font partie de la forme ou la grammaire scolaire elle-même, qui est une forme très très stable. Et quels que soient les réformateurs, de gauche ou de droite, c'est des questions auxquelles on s'attaque très peu. C'est des pratiques qui sont peu dénoncées, peu discutées, tout simplement, et qui, selon les tenants de ces approches, minent les efforts des réformes scolaires parce qu'elles passent inaperçues et qu'elles sont profondément ancrées, finalement. Oups. Alors, ça, je vous l'ai dit, c'est la perspective de Margolis et de ses collègues. D'autres spécialistes de l'éducation qui se sont penchés sur la photographie scolaire, notamment dans une perspective d'usage pour faire de l'histoire de l'éducation, dénoncent cette vision-là. Ils ne sont pas d'accord. Marc de Pape, par exemple, dénonce le paradoxe qui consiste à, après avoir récusé toute possibilité de trouver une quelconque réalité dans l'image, le fait d'y chercher une réalité cachée. Hein, donc à la fois l'idée qu'il n'y a pas de réalité dans les images scolaires, et en même temps on veut malgré tout y trouver une espèce de réalité sous-jacente, plus fondamentale. Donc cet historien nous dit que les photographies scolaires sont arrangées, elles sont mises en scène bien sûr, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne seraient que des simulacres et qu'elles ne montreraient rien de la réalité scolaire. Il y a quand même de la réalité qui s'y donne à voir et qui échappe aux intentions de ceux qui ont pris ces photographies. Hein. Et donc on peut les utiliser dans cette perspective, mais à condition de ne pas y voir un matériau qui serait un matériau autonome. Et comme n'importe quel matériau, l'image, nous dit-il, doit être remise en contexte. Il convient de savoir qui l'a prise, dans quel but, dans quelles circonstances. Hein, donc une forme de critique historique appliquée à la photographie. Et les photographies doivent être interprétées avec beaucoup plus de précaution que ne le fait un auteur comme Margolis, qui critique nommément dans certains articles. Et donc, en mettant en exergue le risque de surinterprétation et voire de divagation herméneutique, je reprends le terme, qui pourrait être associé aux approches du type postmoderne qui sont, en termes de rapport de pouvoir, appliqués à la photographie. Donc, De Pape et ses collègues contestent la plus-value qui est revendiquée par les études visuelles en éducation, et ils aboutissent à cette idée, en fin de compte, que la triste vérité, c'est qu'il n'y a pas de sens caché à chercher dans la photo scolaire, il n'y a pas de message codé, écrit avec une encre invisible qui nécessite la lumière d'une bougie pour être lu, il n'y a rien à décoder.
Au mieux, la photo scolaire permet d'illustrer ce que nous savons par ailleurs sur le curriculum caché. C'est vrai que les travaux sur le curriculum caché n'ont pas attendu l'examen des photographies scolaires. Mais voilà, donc la valeur des sources visuelles viendrait du fait qu'elles font partie de la réalité historique de l'éducation, plutôt que dans le fait qu'elles seraient une représentation de cette réalité. Et donc, ce qu'ils nous disent, ces auteurs, c'est que l'image, elle s'est imposée au fil du temps comme un moyen d'éducation et d'enseignement de plus en plus prégnant, et elle continue à gagner en importance. C'est pour ça qu'elle est intéressante, et c'est ça qu'ils retiennent de cet aspect-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à tout ça? C'est que finalement, effectivement, aujourd'hui, la photographie scolaire, elle est de plus en plus présente dans l'école. Au fond, ils ont raison de dire cela, parce que la possibilité d'enseigner en images, avec des images, avec le concours de photographie, est aujourd'hui de plus en plus exploitée à l'école. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qui se développe aussi, ça reste évidemment très, très marginal, mais ça mériterait d'être étudié plus en détail et d'être sans doute encouragé, c'est qu'on peut enseigner par la photographie, par l'apprentissage des bases de la photographie, qui implique la familiarisation des élèves avec des techniques de prise de vue et surtout avec l'idée d'éduquer le regard. Donc ça, c'est peu répandu, mais ça tend à se développer. Par exemple, en France, je ne sais pas trop ce qu'il en est en Belgique, mais en France, j'ai constaté qu'il existait de nombreux projets scolaires qui sont portés par des centres de photographie. Il y a toute une série de centres de photographie qui couvrent l'ensemble du territoire et qui ont des partenariats avec les écoles, qui organisent des choses, des activités, et qui associent des photographes professionnels avec des enseignants. Et un exemple peut-être marquant de ça, c'est le projet pédagogique Photographie à l'école de la maison de la photographie Robert Doisneau, qui a publié notamment il y a quelques années cet ouvrage La photographie par les enfants, pour faire le point de 10 années d'une expérience en milieu scolaire. Maintenant, ils sont à peu près à 20 ans, donc j'imagine que le prochain, ça devrait être bientôt. Et donc, il y a vraiment l'idée de promouvoir le regard photographique sur l'environnement qui nous entoure, et avec cette idée qu'à défaut de transformer notre vision de l'école, la photographie peut servir d'école du regard et peut contribuer à transformer notre vision au quotidien et à nous donner au fond accès à une forme de réalité augmentée. C'est quoi être cultivé? C'est avoir accès à une forme de réalité augmentée, nous dit Bernard Lahire, notamment dans un de ses derniers ouvrages. Donc, un exemple, j'ai pris quelques exemples de photographies qui ont été faites par ces élèves et il faut rappeler que ce sont des élèves qui sont d'école primaire. C'est des travaux qui sont faits en CE1, CE2, CM1, CM2. Donc ce sont vraiment des enfants assez jeunes. Et voilà, l'année ici, le thème c'était lumière et espace. Et vous voyez des photos vraiment d'une qualité tout à fait épatante pour des enfants. Donc ils ont vraiment acquis un regard, une capacité photographique. Ici, un autre thème qui était traité, c'est les lignes, les formes, les volumes. On a vraiment une composition quasiment abstraite qui est, je trouve, très, très réussie. Un autre thème, c'est le thème trace qui a été traité une année. Encore une fois, je trouve que moi, je suis assez épaté par la qualité de ce qui est fait. Ce qui montre bien à quel point je ne pense pas que ces élèves auraient été capables de prendre des photos comme ça sans avoir eu cet enseignement de la photographie. Donc, pour revenir et conclure sur le débat entre Margolis et De Pape, est-ce que la photographie scolaire est un témoin ou est un révélateur culturel? Sans doute la photographie scolaire est-elle plus et plus souvent un témoin qu'un révélateur culturel, c'est-à-dire elle confirme. Au fond, elle illustre, me semble-t-il, surtout des phénomènes qui sont déjà connus. Et c'est vrai que c'est un matériau qui est quand même compliqué à utiliser pour décrire la réalité scolaire.
Mais comme tout matériau, son usage nécessite des précautions méthodologiques. Hein, et donc là, je rejoins tout à fait ce que nous dit De Pape, et qui dépendent de la nature de l'objet d'étude, des questions qu'on se pose. Pour étudier, là où je pense que c'est vraiment intéressant la photographie, spécifiquement scolaire, c'est pour étudier les stratégies de mise en scène, de présentation de soi, des établissements, hein, ou d'établissements précis, ou de l'institution scolaire, hein, dans tel pays, à telle époque. Ce serait intéressant de faire des comparaisons. Là, on a quand même un matériau tout à fait intéressant, tout à fait riche. Et puis, elle est intéressante, l'image, pour étudier aussi le non-dit, hein, le non-écrit du monde scolaire, les aspects matériels, physiques de la culture éducative. Je donnerai juste un petit exemple dans une recherche de sociologie visuelle que j'avais menée avec des étudiantes. Ici, on avait comparé... Enfin, on avait donné aux étudiants des appareils photo, enfin non, simplement, on leur avait demandé d'utiliser leur smartphone plutôt pour prendre des photographies de leur quotidien, de leur établissement scolaire et de la manière dont ils vivaient dans l'établissement. Et on voit à gauche et à droite donc deux établissements différents. Hein, vous voyez à gauche des couloirs où il y a peu de décoration, des couloirs plutôt anonymes, hein, qui ne sont photographiés par les élèves, nous semble-t-il, que parce qu'ils donnent sur la classe, avec l'image de l'accès à la classe ou de l'image de l'accès vers l'extérieur, hein, l'image de l'échappatoire. Et le couloir apparaît comme un espèce de non-lieu, au sens de Marc Auger, dans l'anthropologue. De l'autre côté, vous avez des lieux dans l'autre école, hein, qui sont des lieux décorés, des lieux manifestement accueillants, qui donnent le sentiment d'être habités. Hein, il y a des bancs, il y a des décorations, il y a des cadres, il y a des casiers, il y a aussi des photographies scolaires des années antérieures, il y a un historique, il y a une empreinte. Donc voilà, ce n'est pas un espace ici anonyme. On voit bien du coup des choses qui ne seraient peut-être pas... qui n'aurait peut-être pas été perçu sans l'apport de la photographie. Donc voilà, c'est juste pour dire que je pense qu'il y a aussi des choses à faire avec la photographie scolaire, et donc je ne serais pas aussi pessimiste que Marc De Pape, même si je rejoins certaines de ses précautions et de sa prudence méthodologique dans l'usage qui peut en être fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention.